Chapitre 6. C'est pourtant dès le lendemain de cette soirée que je dois noter le premier choc qui raya d'un trait léger le cristal transparent de mon amour. Épisode minuscule, mais préfiguration de tout ce qui allait suivre. C'était chez le tapissier. Nous commandions nos meubles. Odile avait choisi des rideaux que je trouvais chers. Nous discutâmes un peu, très amicalement, puis elle céda. Le vendeur était un joli garçon qui m'avait pris avec énergie qui avait pris avec énergie le parti de ma femme et m'avait agacé. Au moment où nous sortîmes dans une glace, je saisis un regard d'intelligence et de regret échangé entre ce vendeur et Odile. Je ne puis vous décrire ce que j'éprouvais. J'avais acquis depuis mes fiançailles la certitude inconsciente, absurde, que l'esprit de ma femme était désormais lié au mien et que, par une permanente transfusion, mes pensées seraient toujours les siennes. L'idée de l'indépendance d'un être vivant à côté de moi m'était, je crois, incompréhensible. Bien plus encore, l'idée de cet être conspirant avec un étranger contre moi. Rien de plus fugitif, rien de plus innocent que ce regard. Je ne pouvais rien dire, je n'étais même pas certain d'avoir bien vu. Et pourtant, je sens que de cette minute date pour moi la révélation de la jalousie. Jamais avant mon mariage, je n'avais pensé à la jalousie, sinon comme un sentiment de théâtre, et avec un grand mépris. Un jaloux tragique était pour moi Othello, un jaloux comique Georges Dandin. Imaginez que je puisse un jour jouer l'un de ces deux personnages, ou peut-être les deux ensemble, m'eût paru tout à fait absurde. C'était toujours moi qui avais abandonné mes maîtresses, au moment où j'en avais été fatigué. Si elles m'avaient trompé, je ne l'avais jamais su. Je me rappelle avoir répondu à un camarade qui me disait souffrir de jalousie « Je ne te comprends pas. Moi, je serais incapable de continuer à aimer une femme qui ne m'aimerait pas. » Pourquoi Odile me rendit-elle inquiète dès que je la revis au milieu de ses amis? Elle était douce, d'humeur égale, mais je ne sais comment, elle créait autour d'elle une atmosphère de mystère. Je ne m'en étais pas aperçu pendant mes fiançailles, ni pendant notre voyage, parce qu'alors notre solitude et le mélange complet de nos deux vies ne laissaient place pour aucun mystère. Mais à Paris, tout de suite, je devinais comme un danger lointain, encore indéfini. Nous étions très unis, très tendres, mais puisqu'avec vous je vais être aujourd'hui sincère, il faut que je vous avoue que dès notre second mois de vie commune, je savais que l'Odile réelle n'était pas celle que j'avais aimée. Je n'aimais pas moins celle que je découvrais, mais c'était d'un amour tout différent. À Florence, j'avais cru rencontrer l'Amazone. J'avais créé de ma propre substance une Odile mythique et parfaite. Je m'étais trompé. Odile n'était pas une déesse faite d'ivoire et de clair de lune, c'était une femme, comme moi, comme vous. Comme toute la malheureuse race des hommes, elle était divisée, multiple. Et sans doute, de son côté, me reconnaissait-elle maintenant très différent du promeneur amoureux de Florence. Dès mon retour, j'avais dû recommencer à m'occuper sérieusement de l'usine de Gandumas et du bureau de Paris. Mon père, très absorbé par le Sénat, avait été surmené en mon absence. Nos meilleurs clients, dès que je les revis, se plaignirent d'avoir été négligés. Le quartier des affaires était loin de la maison que nous avions louée rue de la Faisanderie. Je reconnus vite qu'il m'était impossible de rentrer à l'heure du déjeuner. Si vous ajoutez à cela qu'il me fallait, chaque semaine, aller passer un jour à Gandumas et que ce voyage rapide était trop fatigant pour qu'il me fût possible d'emmener Odile, vous comprendrez que, contre notre gré, nos vies furent tout de suite très séparées. Quand je rentrais le soir, j'éprouvais un sentiment de bonheur en pensant que j'allais revoir le beau visage de ma femme. J'aimais le décor dont elle s'était entourée. Je n'avais pas été habitué à vivre au milieu de belles choses, mais il semblait que j'en eusse un besoin inné, et le goût d'idylle me ravissait. Chez mes parents à Gandumas, des meubles trop nombreux, accumulés sans art depuis 3 ou 4 générations, encombraient des salons tendus de tapisseries au ton bleu vert, où des pans, grossièrement dessinés, erraient parmi des arbres de vitrail.
Odile avait fait peindre nos murs de teintes unies et douces. Elle aimait les chambres presque nues, les grandes plaines désertes de tapis clairs. Quand j'entrais dans son boudoir, j'éprouvais une impression de beauté si aiguë que j'en étais vaguement inquiet. Sur une chaise longue, ma femme était étendue, presque toujours en robe blanche, ayant près d'elle, sur la table basse de notre premier souper, un vase de Venise au col étroit qui contenait une fleur unique et parfois de légers feuillages. Odile aimait les fleurs, plus que tout, et je prenais l'habitude d'aimer moi aussi, à choisir les fleurs pour elle. J'apprenais à suivre le cours des saisons, aux vitrines des fleuristes. Je voyais avec plaisir revenir le temps des chrysanthèmes ou celui des tulipes, parce que leur teinte violente ou délicate me permettait de faire naître sur les lèvres de ma femme le sourire d'Odile heureuse. Quand elle me voyait arriver du bureau, les mains chargées d'un papier blanc, aux angles durs, elle se levait joyeuse. « Ah, merci, Dicky !» Elle admirait ravie, puis devenait grave. « Je vais faire mes fleurs, » disait-elle. Elle passait alors 1 heure à chercher le vase, la longueur, l'éclairage qui donnerait à la tige d'un iris ou d'une rose la courbe la plus gracieuse. Mais souvent ensuite, la soirée devenait étrangement triste, comme ces jours ensoleillés où les grandes ombres des nuages viennent envelopper le monde par surprise. Nous avions peu de choses à nous dire. J'avais essayé bien souvent de parler avec Odile de mes affaires. Cela n'intéressait guère. Elle avait épuisé maintenant la nouveauté de m'entendre raconter ma jeunesse. Mes idées se renouvelaient peu parce que je n'avais pas le temps de lire. Elle le sentait. J'essayais de mêler à notre vie celle de mes 2 amis les plus intimes, André Alf, déplut tout de suite à Odile. Elle le trouvait ironique, presque hostile, et en effet, il l'était avec elle. Je lui dis, une fois, « Tu n'aimes pas Odile ?»« Je la trouve belle, me dit-il. »« Oui, mais pas très intelligente. » C'est vrai, il n'est pas nécessaire qu'une femme soit intelligente. D'ailleurs, tu te trompes. Odile est très intelligente, mais ce n'est pas ton type d'intelligence. Elle est intuitive, concrète. Oui, c'est bien possible, dit-il. Avec Bertrand, ce fut différent. Il avait essayé d'avoir avec Odile une amitié confidentielle, profonde, et il l'avait trouvée rebelle, sur la défensive. Bertrand et moi passions volontiers toute une soirée à fumer, l'un en face de l'autre, en reconstruisant l'univers. Odile préférait, pour terminer la journée, les théâtres, les cabarets de nuit, les fêtes foraines. Un soir, elle me fit errer pendant 3 heures au milieu de boutiques, de manèges, de loteries et de tirs. Ses 2 frères nous avaient accompagnés. Odile, avec ses 2 enfants gâtés, gais et un peu fous, s'amusait toujours. Vers minuit, je lui dis « Enfin, Odile, vous n'avez pas assez. Convenez que c'est un peu ridicule. Vous ne trouvez vraiment pas plaisir à jeter des balles sur des bouteilles, à tourner dans de fausses automobiles et à gagner un bateau de verre filé après avoir attendu 40 tours. » Elle me répondit par une phrase d'un philosophe que je lui avais fait lire. « Qu'importe qu'un plaisir soit faux, pourvu qu'on croit qu'il soit vrai. » Et prenant le bras de son frère, elle partit en courant vers un tir. Elle tirait très bien. Et ayant abattu 10 œufs en 10 coups, rentra de bonne humeur. Au moment de notre mariage, j'avais cru qu'Odile avait comme moi horreur du monde. C'était faux. Elle aimait les dîners, les bals. Dès qu'elle eut découvert le groupe animé brillant qui vivait autour de Tante-Cora, elle voulut aller à avenue Marceau tous les mardis. Mon seul désir, depuis mon mariage, était au contraire d'avoir Odile pour moi seule. Je n'étais tranquille que si j'avais tant de beauté parfaitement enfermée dans le cercle étroit de la maison. C'était un sentiment si fort chez moi que je me sentais plus heureux quand Odile, toujours fragile et souvent accablée par la fatigue, devait rester étendue pendant quelques jours. Alors je passais la soirée dans un fauteuil près de son lit. Nous avions ensemble de longues conversations qu'elle appelait des palabres, et je lui faisais la lecture. J'avais vite appris à connaître le type de livre qui pouvait fixer son attention pendant quelques heures. Elle n'avait pas mauvais goût, mais il fallait pour lui plaire qu'un livre fût mélancolique et passionné. Elle aimait Dominique, les romans de Tourguenieff et quelques poètes anglais. « C'est curieux, lui disais-je. Quand on vous connaît un peu, vous paraissez frivole. Et au fond, vous n'aimez que les livres assez tristes. » « Mais je suis très grave, Dicky.
C'est peut-être pour ça que je suis frivole. Je ne veux pas me montrer à tout le monde tel que je suis. Pas même à moi. Si, à vous, oui. Souvenez-vous de Florence. Oui, à Florence, je vous ai bien connue, mais maintenant, chérie, vous êtes très différente. Il ne faut pas toujours être pareil. Vous ne me dites même plus rien de gentil. On ne dit pas des choses gentilles sur commande. Soyez patient, elles reviendront. Comme à Florence? Mais naturellement, dit qui, je n'ai pas changé. Elle me tendait une main que je prenais, puis recommençait un palabre sur mes parents, sur les siens, sur Misa, sur une robe qu'elle allait commander, sur la vie. Les soirs où elle était ainsi lasse et tendre, elle ressemblait vraiment au mythe d'Odile tel que je l'avais créé, gracieuse, faible. Elle était en mon pouvoir. Je lui étais reconnaissant de cette langueur. Dès qu'elle était de nouveau plus forte et pouvait sortir, je retrouvais l'Odile mystérieuse. Jamais elle ne me racontait spontanément, comme tant de femmes bavardes et transparentes, ce qu'elle avait fait en mon absence. Si je posais la question, elle me répondait en quelques mots, presque toujours obscurs. Ce qu'elle disait ne me permettait jamais de me représenter de façon satisfaisante la succession des faits. Je me souviens que plus tard, une de ses amies me dit, avec cette dureté qu'ont les femmes les unes pour les autres, « Odile, elle était mythomane. » C'était faux, mais si au moment où le mot fut dit, il m'indigna plus tard, en y réfléchissant, je vis très bien ce qui, chez Odile, avait pu donner prise à ce jugement. Cette nonchalance dans le récit, ce dédain de l'exactitude, quand, surpris par un détail invraisemblable, je l'interrogeais, je la voyais se fermer comme un enfant auquel un maître maladroit pose des questions trop difficiles. Un jour où, contre mon habitude, j'avais pu rentrer pour déjeuner, Odile, à 2 heures, demanda à la femme de chambre un chapeau et un manteau. Je lui dis, « Que faites-vous cet après-midi ?»« J'ai rendez-vous chez le dentiste. »« Oui, chérie, mais je vous ai entendu téléphoner. Vous n'avez rendez-vous qu'à 3 heures. Que ferez-vous jusque-là ?»« Rien, je veux y aller doucement. »« Mais mon enfant, c'est absurde. Le dentiste habite avenue Malakoff. Vous y serez en 10 minutes et vous avez 1 heure. Où allez-vous ?» Elle répondit, « Vous m'amusez. » et sortit. Le soir, après le dîner, je ne pus m'empêcher de lui demander, « Eh bien, qu'avez-vous fait entre 2 et 3 ?» Elle essaya d'abord de plaisanter, puis, comme j'insistais, elle se leva et alla se coucher sans me dire bonsoir. Cela ne nous était jamais arrivé. J'allais lui demander pardon, elle m'embrassa. Quand je la vis apaisée, avant de la quitter, je lui demandai, « Maintenant, soyez gentille, dites-moi ce que vous avez fait entre 2 et 3. » Elle éclata de rire. Mais plus tard dans la nuit, entendant du bruit, j'allumai et allant à sa chambre, je vis qu'elle pleurait doucement. Pourquoi pleurait-elle? De honte ou d'ennui? Elle répondit à mes questions, « Soyez adroit. Je vous aime tant, mais faites attention. Je suis très orgueilleuse. Je serais capable de vous quitter, vous aimant, après quelques scènes comme celle-ci. J'aurais peut-être tort, mais il faut m'accepter comme je suis. » « Chérie, lui dis-je, je ferai de mon mieux, mais de votre côté, essayez de vous transformer un peu. Vous dites que vous êtes orgueilleuse. Est-ce que vous ne pouvez pas quelquefois vaincre votre orgueil ?» Elle secoua la tête d'un air obstiné. « Non, moi, je ne peux pas me transformer. Vous dites toujours que ce que vous aimez en moi, c'est mon naturel. Si je changeais, je cesserais d'être naturel. C'est à vous de devenir différent. » Ma chérie, je ne pourrai jamais le devenir au point de comprendre ce que je ne comprends pas. J'ai été élevé par un père qui m'a toujours enseigné avant tout le respect de la réalité et de l'exactitude. C'est la forme même de mon esprit. Non, je ne pourrai jamais dire sincèrement que je comprends ce que vous avez fait aujourd'hui entre 2 et 3. « Ah, j'en ai assez !» me dit-elle avec dureté. Et se tournant de côté, elle feignit de dormir. Le lendemain, je m'attendais à la trouver mécontente, mais au contraire, elle m'accueillit gaiement et parut avoir tout oublié. C'était un dimanche, et elle me demanda d'aller au concert avec elle. On jouait l'enchantement du Vendredi Saint, que nous aimions beaucoup l'un et l'autre. À la sortie, elle me demanda de l'emmener prendre le thé. Rien n'était plus touchant qu'Odile, gaie, heureuse de vivre. On éprouvait si fort le sentiment qu'elle était faite pour la joie qu'on jugeait criminel de ne pas la lui donner.
La regardant ce dimanche-là, si animée, si brillante, je pouvais à peine croire vrai notre querelle de la veille. Mais plus je connaissais ma femme, et plus je comprends qu'elle possédait une faculté d'oubli qui la faisait semblable à un enfant. Rien n'était plus contraire à ma propre nature, à mon esprit qui notait, accumulait, enregistrait. Ce jour-là, pour Odile, la vie, c'était une tasse de thé, des toasts bien beurrés, de la crème fraîche. Elle me souriait et moi je pensais, ce qui divise le plus les êtres, c'est peut-être que les uns vivent surtout dans le passé et les autres seulement dans la minute présente. Je souffrais encore un peu, mais j'étais incapable de lui garder rancune longtemps. Je me fis des reproches, des serments. Je me jurai de ne plus poser de questions inutiles, d'avoir confiance. Nous rentrâmes à pied à travers les Tuileries et les Champs-Élysées. Odile aspirait avec ravissement l'air frais de l'automne. Il me semblait que, comme au printemps en Florence, les arbres roux, la lumière grise et dorée, le mouvement joyeux de Paris, les bateaux des enfants dont les voiles se penchaient sur le grand bassin et le jet d'eau flexible au milieu d'eux, tout chantait à l'unisson le thème du chevalier. Je me répétais une phrase de l'imitation que j'aimais beaucoup et que j'avais pris l'habitude d'appliquer à mes rapports avec Odile. Me voici devant vous comme votre esclave, et je suis prêt à tout, puisque je ne désire rien pour moi, mais pour vous. Quand j'arrivais ainsi à vaincre mon orgueil et à m'humilier, non devant Odile, mais plus exactement devant mon amour pour Odile, je me sentais plus content de moi.